Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. Nous recevrons ce soir le ministre des Affaires sociales et de la Santé, Christophe Robineau, évoquera sur notre antenne la création d'une caisse de retraite complémentaire. Il nous expliquera en quoi cette caisse est une avancée sociale pour la principauté et quelles sont les prochaines étapes à venir. Le Conseil national en déplacement au Conseil de l'Europe, une délégation était à Strasbourg en milieu de semaine. Quels étaient les enjeux de ces déplacements? Nous y rejoindrons sur place Christine Datomel. Ce soir également, nous vous emmènerons au Royaume-Uni suivre les préparatifs du couronnement du roi Charles III. Notre correspondante Marie Billon vous fera vivre l'atmosphère qui règne à Londres à une dizaine de jours de cet événement. Et puis la belle de Jean-Christophe Maillot, de retour à Monaco, le ballet n'avait plus été présenté en principauté depuis 2016. Et pour compléter ces titres, Jean Castellini était à Varsovie en début de semaine. Le ministre des Finances et de l'Économie a participé à une réunion de haut niveau organisée par le ministère polonais des Finances et le comité d'experts Moneval. À l'issue des échanges, les ministres participants ont adopté une déclaration politique et approuvé la stratégie en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive pour la période 2023-2027. Monaco réaffirme ainsi sa pleine implication dans ce domaine, comme le précise le communiqué du gouvernement princier. Retour en principauté pour évoquer un vote qui a eu lieu en séance publique législative du Conseil national à la mi-avril. Il concerne la création d'un régime de retraite complémentaire. Qu'est-ce que cela représente concrètement pour les employés de la principauté? Quelles sont les différentes étapes à venir dans la création de cette caisse? Pour le savoir, nous recevons ce soir en studio le ministre des Affaires sociales et de la Santé, Christophe Robineau. Bonsoir Christophe Robineau. Bonsoir Émilie. Le 13 avril dernier, le Conseil national votait la création d'une caisse de retraite complémentaire. On peut dire que c'est l'aboutissement d'un long travail. Oui, je crois qu'on peut le dire. C'est un travail qui a débuté il y a une dizaine d'années par un vœu fait par les partenaires sociaux de l'époque, à savoir l'USM, la FEDEM. Donc un vœu, évidemment, il faut le réaliser, et le réaliser, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail parce que beaucoup d'enjeux dans la création d'une caisse de retraite, évidemment, et l'actualité en France nous le montre. C'est des enjeux financiers énormes, c'est la sécurité des retraités, c'est l'engagement de l'État monégasque d'assurer la sécurité du régime. Ces négociations, c'est d'une part un texte de loi qui doit être équilibré, qui doit permettre de répondre aux impératifs techniques de création de la caisse. Et puis de l'autre côté, c'est des négociations financières qu'il faut mener avec la Girarco, puisque c'est des sommes très importantes que l'on doit rembourser à la Girarco pour permettre le maintien des droits ouverts par les salariés auprès de la Girarco et qui, eux, resteront affiliés à la Girarco, contrairement aux nouveaux pensionnés qui, dès la mise en place de la caisse, pourront prendre leur retraite en étant directement pensionnés par la CMRC. Et cette négociation financière, Christophe Robineau, a un coût, j'imagine. Évidemment, cette négociation financière, elle porte sur des sommes plus que conséquentes, puisque le montant des droits à pension que nous devrons rembourser à la Girarco est évalué à peu près à 2,8 milliards d'euros. Ce qui veut dire qu'il nous faut négocier des conditions de remboursement qui nous permettent à la fois d'assumer le poids des pensions déjà liquidées, mais aussi de constituer une réserve suffisante pour pallier aux aléas éventuels des années à venir, comme on a pu en connaître à l'occasion de la pandémie Covid, qui a coûté très cher au régime d'assurance maladie et au régime de retraite. Ce qui veut dire que la négociation, elle a pour objet de trouver le meilleur moyen de concilier à la fois remboursement de ce qu'on appelle la soulte, liquidation des pensions qui vont augmenter forcément au fur et à mesure que les années passent, et constituer une réserve suffisante pour faire face à tous les aléas que pourrait connaître le régime. Et c'est une des conditions évidemment indispensables pour obtenir la sécurité du régime.
comment a été impliqué votre département? Quelles étaient vos préoccupations et également les souhaits du gouvernement princier? Aujourd'hui, on quitte un régime, la Girarco, qui est un régime solide en France. C'est un des seuls régimes qui est solide et qui n'a pas de dette, qui a des réserves et qui garantit de servir les pensions aux salariés qui étaient affiliés. Notre objectif étant de faire aussi bien. Et donc, les projections que nous avons obtenues de la part des actuaires, dans les conditions de négociation que nous avons menées avec les partenaires de la Girarco, et notamment, je salue à cette occasion le président Wegner, qui a été d'une aide très précieuse pour nous, une expérience très importante dans le domaine, nous permettent d'être tranquilles à l'horizon de 40 ans. En quoi la création de cette caisse est une réelle avancée pour les salariés de la principauté? Je crois que c'est une avancée pour tout le monde. En réalité, c'est pour moi d'abord un acte de souveraineté. C'est ensuite un acte qui vient renforcer l'attractivité de Monaco. C'est pourquoi l'attractivité? Parce que d'abord, c'est la garantie d'une pension de retraite complémentaire, adossée à un régime général qui est solide. Donc ça, c'est quand même un point très important. Et puis, c'est aussi, à terme, la garantie d'avoir de meilleures pensions à un coût moindre. Puisque, vous le savez, un des éléments clés de ce projet, c'est d'envisager de baisser, d'une part, les contributions patronales, et de l'autre, les versements des salariés. Et donc, qui dit moins de charges, dit meilleur salaire. Le vote de la création de cette caisse de retraite complémentaire n'était que la première étape. Quelle est la suite à présent? La suite, c'est effectivement de mettre en musique cette caisse. Un énorme travail est fait par les caisses de retraite pour essayer de reconstituer avec la plus grande exhaustivité possible les carrières des salariés qui ont eu une part de leur activité à Monaco et qui donc vont pouvoir bénéficier des prestations de cette nouvelle caisse de retraite. Et bien évidemment, il faut que l'on ait un rapprochement le plus exhaustif possible pour ne pas perdre des droits qui leur seraient dus. Alors qu'en France, la retraite est un sujet très sensible, on l'a vu dans l'actualité, qu'en est-il à Monaco? Écoutez, aujourd'hui, je crois qu'on ne brûle pas les poubelles à Monaco. La réalité, c'est que tout le monde est très content du régime qui va être créé, qui représente la 5e caisse de retraite à côté de la caisse des travailleurs indépendants et des salariés, que ce soit pour la maladie et la retraite, donc un régime complémentaire qui viendra améliorer la qualité des pensions qui seront servies à terme. Et je crois que là-dessus, tout le monde est d'accord. Un mot, Christophe Robineau, sur une autre actualité, un autre sujet, celui du statut du fonctionnaire et de l'agent de l'État. Vous le savez, le recours de deux syndicats auprès du tribunal suprême a été rejeté. Ce statut était pourtant présenté comme étant moderne avec des avancées majeures. Est-ce que vous comprenez la démarche de ces deux syndicats? Écoutez, elle s'inscrit dans une logique partisane. L'objectif était de moderniser réellement, et pas seulement en parole, le statut des fonctionnaires. Et puis le point important, c'est que l'adoption de ce statut des fonctionnaires permettait derrière de prendre les textes réglementaires, et notamment une ordonnance souveraine qui fixait le statut des agents de l'État. J'entends les critiques, notamment du syndicat des agents de l'État et de la commune, mais la réalité, c'est qu'avant ce statut, les agents de l'État avaient un statut de contrat à durée déterminée, reconductible sur 6 ans. Et au-delà, ils se retrouvaient dans une situation de ni oui ni non. C'est-à-dire qu'il y avait un statut de CDD reconductible tacitement, mais qui reposait sur aucun fondement juridique. Aujourd'hui, l'ordonnance souveraine crée ce statut des agents de l'État, limite le recours au CDD à 6 ans, et ensuite leur octroie un CDI. Le CDI qui est un contrat tangible, qui repose sur un fondement juridique et qui vient sécuriser leur situation. Je pense aux gens qui étaient dans cette position et qui, à un moment, pour des raisons de vie, voulaient acheter une maison, prendre un crédit auprès d'une banque et se retrouver finalement sans pouvoir justifier d'un emploi stable. Depuis l'adoption de ce statut, ces salariés vont bénéficier d'un CDI et pouvoir justifier auprès de leur banque d'une situation qui leur permet de bénéficier d'un prêt. Merci beaucoup, Christophe Robineau, d'avoir été avec nous dans les studios de Monaco Info. Merci infiniment. C'est toujours un plaisir. Merci bien.
Direction Strasbourg, à présent, une équipe de Monaco Info a suivi le premier déplacement du nouveau Conseil national élu en février dernier. La présidente de la Haute Assemblée, Brigitte Boccon-Pagès, accompagnée d'élus monégasques, a participé à la session de printemps de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Nous retrouvons sur place Christinda Thomel et Lionel Bernardi. Bonsoir Christinda. Oui, nous sommes devant le Conseil de l'Europe où la présidente du Conseil national vient de faire son entrée accompagnée de sa nouvelle délégation. Je vous rappelle que Monaco a adhéré en 2004 au Conseil de l'Europe. L'occasion pour nous de nous entretenir avec Brigitte Boccon-Pagès pour connaître sa position près de 20 ans plus tard et sa nouvelle approche des relations Conseil national, Conseil de l'Europe. Mon regard est bienveillant, mais il est à la fois extrêmement reconnaissant, puisque nous pouvons constater, au travers du rapport qui avait été fait à l'époque, que concernant l'accord d'association avec l'Union européenne, nous avons, grâce à ce rapport, eu la possibilité de le ratifier, et cela date de notre entrée au Conseil de l'Europe en 2004. Nous venons au début de ce mandat composer la nouvelle délégation qui va participer aux sessions du Conseil de l'Europe. Alors je l'ai voulu nouvelle, exceptionnelle, parce que j'ai voulu au sein de cette délégation nommer Madame Béatrice Fresco-Rolfo, présidente de la délégation, accompagnée de nos 3 juristes qui viennent d'être élus au sein de l'hémicycle du Conseil national. Une visite qui a également été l'occasion pour la présidente du Conseil national et de ses élus de rencontrer la secrétaire générale du Conseil de l'Europe et de s'entretenir avec leur homologue de Saint-Marin avant de rencontrer ceux de la principauté d'Andorre d'ici quelques semaines. Nous avons parlé bien sûr de nos particularités et bien sûr aussi de notre accord d'association, parce qu'il y a au sein de cet accord d'association ce que l'on appelle un chapeau qui correspond aux 3 pays et en dessous de ce chapeau, au travers de différentes annexes, tout ce qui nous différencie. Alors au niveau de notre ensemble général, nous nous retrouvons sur de nombreux points. Ce qui nous différencie, ce sont les annexes, et nous en avons pour ce qui concerne Monaco 25, qui sont toutes particulières et sur lesquelles nous devons absolument avoir un œil bien attentif au sein des 4, bien sûr, priorités que nous demandons. Cette visite a également été l'occasion pour Brigitte Boccon-Pagès de présenter sa nouvelle délégation d'élus monégasques, chacun ayant un rôle bien déterminé au sein de la composition. C'est une grande fierté finalement de participer et de revenir en tant que parlementaire au sein de la PCE. Et j'espère que par le biais de la présidence de la commission que je suis, savoir les droits de la famille et de l'égalité, je pourrai participer pleinement et faire connaître Monaco, nos spécificités, nos particularités. Quelle est votre feuille de route en tant que chef de délégation ? Ce sera de continuer le travail qui a déjà été amorcé pendant toutes ces années, depuis l'adhésion en 2004, et de montrer à mes collègues, de leur faire comprendre ce que c'est Monaco, parce que beaucoup de pays ne connaissent pas Monaco, nos institutions. Nous sommes membres du Club des démocraties européennes. Nous aspirons à la démocratie, nous aspirons au respect des droits de l'homme. Nous faisons partie de cette famille européenne et nous l'assumons pleinement. Ça, c'est notre présence tout à fait légitime ici au Conseil de l'Europe. Maintenant, l'Union européenne, c'est quelque chose de totalement différent. Cela n'a un peu rien à voir. Et sous cette seconde casquette, nous sommes ici pour expliquer auprès de parlementaires européens nos spécificités, notre modèle social et l'impérieuse nécessité de le préserver. La présence ici à Strasbourg nous permet de nous confronter avec les parlementaires des autres États afin de pouvoir échanger et d'apprendre de leurs expériences pour savoir comment ils ont pu résoudre telle ou telle situation. Donc c'est une expérience enrichissante pour les travaux qui seront celles du Conseil national dans les mois à venir. Après cette visite à Strasbourg au sein du Conseil de l'Europe, la présidente du Conseil national, Brigitte Boccon-Pagès, rencontrera dans les prochaines semaines ses homologues de la principauté d'Andorre. L'occasion, là encore, d'évoquer le suivi de la négociation avec l'Union européenne du point de vue parlementaire. De retour à Monaco pour vous parler de ce concert donné hier à l'Auditorium Régnier 3. La 5e édition de Pousse la vie organisée au profit de la Fondation Flavien aura permis de récolter des fonds pour financer la recherche dans le domaine des cancers pédiatriques. Le reportage de Vanessa Dessy, Alexandra Marangoni et Clélia Renaud.
C'est une rencontre musicale imaginée depuis 2018 par la Fondation Flavien. L'événement Pousse la vie, parrainé par de nombreux artistes chaque année, permet de récolter des fonds afin de faire avancer la recherche dans le domaine des cancers pédiatriques. On a besoin de soutien parce que ces enfants-là, malheureusement, on en a perdu 2 sur les 3 qui avaient déjà cette molécule-là. Parce que quand des enfants sont immunodéprimés, un simple zona peut emporter un enfant. Toutes les promesses sont en train de se concrétiser en lettres d'intention et c'est ces lettres d'intention qui nous ont permis de lancer officiellement l'essai clinique qui va avoir lieu normalement en début de l'été. Les 620 000 devraient être donc atteints et normalement aussi dépassés, mais la bonne nouvelle c'est que l'essai clinique il est tellement prometteur qu'on est déjà en train de penser à l'étape suivante. Cette étape suivante, bien sûr, c'est un essai clinique qui va durer dans la vie des patients, parce que déjà là-bas, cet essai clinique, c'est parti pour 3 ans, sauf que ça va durer un peu plus que 3 ans. Et ça veut dire que c'est très prometteur. Vous allez dire quoi? La préhistoire? Oui, la préhistoire. Compositeur, producteur ou encore chroniqueur musical, Alex Jaffré est un artiste complet qui souhaitait s'investir auprès de la Fondation Flavien. Il présentait à l'Auditorium Régnier 3 Le Son d'Alex, un spectacle pour le moins original au format inédit, avec un mélange de musique et d'humour à la fois. C'est un voyage à travers la bande-son de votre vie. C'est-à-dire qu'on a tous des musiques qui ont émaillé notre existence. Et voilà, le son d'Alex, c'est un peu ça, c'est apprendre en rigolant. Je considère avoir eu beaucoup de chance dans la vie, donc si je peux redistribuer un tout petit peu à ma modeste taille, un peu de joie, un peu de chance et d'essayer de faire un peu le bien et donner un sens. Je pense que c'est important de savoir donner. La 5e édition de Pousse la vie aura permis de récolter plus de 6 000 €. L'intégralité des sommes sera reversée à la Fondation Flavien. 70 ans après le sacre d'Élisabeth II, le Royaume-Uni s'apprête à vivre un nouveau temps fort de son histoire avec le couronnement du roi Charles III le 6 mai prochain. Les Britanniques attendent ce moment avec impatience. Rejoignons à Londres notre correspondante. Bonsoir Marie Billon. Bonsoir. Quelle est l'ambiance dans les rues de Londres à une dizaine du jour du couronnement du roi Charles III ? Il n'y a pas encore tous les fanions qui sont dehors, mais si on regarde dans les boutiques, il y a énormément de Celebrate the Coronation, célébrons le couronnement, avec que ce soit dans les magasins de souvenirs où il y a évidemment tous les mugs, tous les torchons, toutes les tasses, tous les porte-clés qui sont en vitrine à l'honneur du couronnement. Après, les gens n'ont pas encore sorti les fanions, pas encore les drapeaux. J'étais dans l'ouest de l'Angleterre il y a quelques jours et il y avait déjà énormément de drapeaux, donc finalement plus dans les petites villes éloignées de Londres que ici à Londres. Et par contre, si on se promène dans le centre de Londres, c'est un petit peu plus royal. On peut notamment croiser à certains moments même des répétitions si on est entre Buckingham Palace et Westminster Abbey, l'abbé de Westminster. Alors plusieurs temps forts rythmeront ces festivités qui débuteront dans un premier temps à Westminster le 6 mai. C'est ça, donc le 6 mai, c'est vraiment le jour du couronnement, c'est le samedi. Il y aura une procession d'abord, le roi et la reine quitteront Buckingham Palace pour descendre la grande avenue royale du Mall, pour arriver en l'abbaye de Westminster, où là, il y aura la messe du couronnement qui devrait durer à peu près 1h30. Donc c'est vraiment à ce moment-là que le roi Charles sera couronné et roi. Et puis, il y aura une procession du retour, une grandiose procession du retour de la ville de Westminster jusqu'au palais de Buckingham, avec énormément de représentants des forces armées de tout le Commonwealth. Et puis, il y aura bien sûr l'apparition au balcon du roi Charles et de la reine Camilla avec toute la famille royale. C'est un moment très, très attendu. Mais ça n'est effectivement que le premier des 3 jours des festivités du couronnement. Voilà, qu'est-ce qui se déroulera ensuite le 7 mai? Puis je crois savoir que le lundi 8 mai a été décrété férié au Royaume-Uni. Oui, absolument. Le 8 mai, c'est le jour qui met tout le monde d'accord, qu'on soit pro ou anti-monarchie, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le roi Charles, on est content d'avoir un jour férié en plus. C'est le jour où tout le monde est encouragé à participer à des œuvres caritatives ou à aider son voisin dans une forme ou une autre. Mais effectivement, le dimanche 7 mai, ça sera encore vraiment un jour de fête. C'est à ce moment-là, généralement, qu'on sort les fanions, qu'on sort les drapeaux, qu'on sort les assiettes aux couleurs du drapeau britannique ou même avec l'effigie du roi Charles dessus. Et puis le soir, à Windsor,
il y a le concert du couronnement, un concert dans l'enceinte du château de Windsor. Alors c'est un couronnement qui se veut dans la tradition, qui sera sans nul doute bien évidemment émouvante. Elle se veut aussi à l'image du roi Charles III qui a souhaité mettre son empreinte. Ce couronnement sera assez moderne, dans le sens où, par exemple, il y aura un peu moins de 3000 personnes qui seront invitées dans l'abbaye de Westminster, et ce ne seront pas que les nobles du royaume. Au contraire, il devrait y avoir dans l'abbaye de Westminster et aussi dans les gradins autour bien des places pour les travailleurs de la santé, pour les travailleurs sociaux et pour d'autres représentants de la société civile. En gros, le roi Charles a vraiment voulu mettre fin à cette idée que la monarchie, c'est eux et nous, et a vraiment voulu inviter à peu près un peu tout le monde. Mais il n'y aura pas de compromis avec les traditions, bien sûr. Il y aura les musiques classiques des couronnements et pour les processions. Alors évidemment, le roi Charles a plus de 70 ans, la reine Camilla aussi. Donc la procession allée se fera dans un carrosse tout neuf. Donc le roi Charles et la reine Camilla, qui ont des problèmes de dos, ont décidé qu'à l'aller, ils seraient confortables. Au retour, ils sacrifient aux traditions avec le carrosse antique. Pour le moment, Marie Billon, quel regard portent les Britanniques sur le règne du roi Charles III ? Charles a très agréablement surpris tout le monde parce que c'est quelqu'un de beaucoup moins formel que la reine Elisabeth II, même si on admirait la reine et comment elle suivait les traditions. Eh bien, ce côté différent de Charles, plus informel, plus joyeux, plus souriant, serrant facilement les mains, discutant facilement avec les gens qu'il rencontre, et il a fait beaucoup de sorties royales ces derniers temps. Ça a permis en fait de donner une nouvelle image à celui qui était le prince Charles et qui est devenu le roi Charles. Il a réussi aussi à vraiment mettre son image aux côtés de celle de la reine Camilla, qui elle aussi était extrêmement impopulaire pendant assez longtemps. Elle était la troisième femme du mariage de Charles et Diana, mais Camilla, après la cérémonie du couronnement, elle ne sera plus connue comme la reine consort, mais comme la reine Camilla. Et le couple est si populaire qu'elle sera tout simplement, comme toutes les autres épouses de roi auparavant, la reine Camilla. Eh bien, merci beaucoup Marie Billon d'avoir été avec nous depuis Londres pour nous éclairer sur le couronnement du roi Charles III qui aura donc lieu le 6 mai. Vous mentionnez tout à l'heure la présence des invités. Le prince Albert II et la princesse Charlène ont confirmé leur présence en début d'année. Ils seront donc présents pour ce couronnement. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Merci à vous. Dans le reste de l'actualité, le diocèse de Monaco propose un pèlerinage à Notre-Dame de Laguet le 1er mai prochain, un lieu cher au cœur des Monégasques. Le départ est prévu à 8h45 de l'église Sacré-Cœur ou du sanctuaire Saint-Joseph. Plus de renseignements sur le site officiel du diocèse de Monaco, www.diocèse.mc. Et le diocèse qui propose également une conférence débat le jeudi 4 mai à l'Agora. Son thème, le wokisme. Un progrès. Ce rendez-vous sera animé par Geoffroy De Vries, Pierre Valentin et Joël De Viras. La Belle est de retour à Monaco. La création de Jean-Christophe Maillot n'avait plus été présentée depuis 2016 en principauté. Elle propose une lecture à la fois esthétique et féroce du célèbre conte de Perrault. José Sacré vous en dit plus. Les ballets de Monte-Carlo sont à l'affiche du Grimaldi Forum jusqu'au 30 avril avec La Belle, chorégraphie de Jean-Christophe Maillot. Pour ce ballet, le chorégraphe a privilégié une lecture psychanalytique à la fois esthétique et féroce du conte célèbre de Perrault. En fait, ce qui ressort surtout, c'est la force de ce personnage féminin incroyable. Et je voulais appuyer sur cette idée de cette Belle protégée, surprotégée dans sa bulle, que personne ou rien ne peut atteindre, jusqu'à ce que la réalité de la vie, effectivement, l'agresse d'une certaine manière, et que la seule rédemption qui puisse être la sienne, c'est de trouver un amour sublime, comme celui qu'elle retrouve avec le prince. La Belle est pour les fidèles des ballets de Monte-Carlo indissociable de l'interprétation de Bernie Scopiters, l'étoile de la compagnie qui a créé ce ballet en 2001. Personne ne sera jamais à la hauteur de Bernice à mes yeux, mais ça, elles le savent toutes. Mais non, ce sont deux très belles interprètes. Là, je suis très très heureux. Olga Smirnova, cette magnifique étoile russe, qui est d'ailleurs partie de Russie et qui est maintenant au West National Ballet, avec qui on a beaucoup collaboré, est ravie de venir danser. Et je dois dire qu'elle donne une version absolument superbe de ce rôle-là.
Et puis Lou Bain, qui est une très belle danseuse qui fait partie des ballets de Monte-Carlo, qui rivalise très bien aussi, en tout cas avec Olga Smirnova sans aucun doute, et qui propose aussi une très belle vision de cette belle. Je sais que les spectateurs qui vont découvrir ce spectacle avec ces deux danseuses-là seront absolument éblouis par leur proposition. La Belle est à découvrir ou redécouvrir jusqu'à dimanche au Grimaldi Forum. Place à présent à vos prévisions météo. Bonsoir Yannick de Bever, quelle est la tendance pour la journée de demain Yannick? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Il fera très beau ce vendredi à Monaco. Il y aura quelques passages nuageux, mais le soleil sera omniprésent pour assurer des températures de saison. Comptez 12 degrés au lever du jour et jusqu'à 17 pour la maximale. En ce vendredi 28 avril, Sainte-Valérie est à l'honneur sur notre calendrier. Merci Yannick et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. On se quitte en images avec un œil dans le rétro et les archives des photographes de la direction de la communication. C'était en avril 2003. L'AMAD célébrait ses 40 ans d'existence autour de sa présidente, la princesse de Hanovre, et du prince Albert II. Photo signée ce soir Charlie Gallo. Passez une excellente soirée et à demain pour une nouvelle édition sur Monaco Info.